La grotte du Placard a été, découverte dans les années 1870, sur le village, de Rochebertier. Plusieurs de ce matériel, peut s'appeler à ces périodes-là soit Rochebertier, soit le Placard. Les premières fouilles réalisées dans la grotte du Placard l'ont été par Jean Fermont en 1870. C'est très tôt puisque la préhistoire est née officiellement en 1859. Et très vite ensuite, il y a eu d'autres opérations de recherche menées par Arthur de Marais en 1878 et 1879. Puis la grotte a été un peu oubliée. On en a parlé au début du XXe siècle. Quelques préhistoriens y sont passés, mais il ne s'est rien passé de vraiment important jusqu'aux fouilles récentes qui ont été menées par Jean Clotte et Valérie Ferruglio. Ce qu'on cherchait aussi à comprendre lors de ces fouilles, c'était également la conformation de la grotte au moment des fréquentations paléolithiques et son évolution depuis ces temps anciens. Et ça a été assez compliqué, justement à cause des interventions massives qui ont eu lieu dans les années 70 avec ces interventions au bulldozer et au tir de mine. On a une destruction assez importante de ce qui pourrait être des témoignages sur lesquels les géologues pourraient s'appuyer. Alors évidemment, aujourd'hui, si on découvrait la grotte du Placard, si on l'avait découvert dans les années 90, mettons, quand on a découvert les gravures, on en serait à 2 mètres de profondeur dans la fouille, quoi. On n'aurait pas tous les éléments d'identification des cultures qui se sont succédés dans la cavité, parce qu'avec les méthodes actuelles, on fouille tellement finement que c'est très long et on y passe des années. Donc en 30 ans, ouais, on aurait peut-être fait 2 mètres et encore. On a trouvé évidemment des milliers de silex, mais surtout, on a trouvé des blocs gravés. Et on s'est aperçu que la grotte devait être entièrement décorée de gravures et de peintures. Ces gravures devaient occuper une grande partie des parois qui ont aujourd'hui disparu. Et on a la confirmation également, puisque au moment des fouilles, on a essayé nous-mêmes d'extraire tous les déblais qui avaient été repoussés au bulldozer pour essayer de dégager le maximum de parois pour voir où étaient restés les éléments d'art pariétal. Et on s'est rendu compte très tôt que les pierres que l'on extrayait de ces déblais, beaucoup étaient gravées. Après, on a mis en place une façon industrielle de traiter ces déblais, c'est-à-dire qu'on a mis un poste à l'extérieur de lavage immédiat de toutes les pierres qui sortaient, elles étaient lavées, identifiées, et pour voir s'il y avait des restes de gravure. Et on a sorti 650 blocs ornés, qui ne sont pas tous issus des parois. Certains sont vraiment de l'art mobilier classique, comme on en connaît dans plein de sites. Mais en gros, si on fait un ratio entre les tonnes de déblais qu'on a bougées et les pièces qu'on a récoltées, on en est à de l'ordre de 10%. 10% des pierres extraites étaient gravées. On a vérifié la stratigraphie et les premiers, c'était les Néandertaliens. Une culture qu'on appelle le moustérien. Et les Néandertaliens se sont établis surtout sur l'extérieur, sur le talus, et un peu dans la grotte, qui est évidemment complètement vide à ce moment-là et grande. Et ça faisait un porche extraordinaire. Et alors ils se sont établis là, ils ont vécu pendant longtemps, des générations. Puis, il y a eu un vide. Pendant 20 000 ans, les gens ne sont pas revenus. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a eu peut-être des effondrements, etc. Mais enfin, dans les stratigraphies, ce n'est pas très apparent. Donc il y a eu un vide. Pendant 20 000 ans, il n'y a pas eu d'habitation. Et puis, des gens sont revenus, il y a à peu près entre 20 et 25 000 ans, qu'on appelle des solutréens. Et ils sont installés ici. Et c'est certainement eux qui ont fait tous les dessins. Et après les solutréens, il y a eu les Magdaléniens. Et donc, ça a été habité en gros entre 25 000 et peut-être 12 à 14 000 avant nous. Ça a été un énorme habitat. Et après, il n'y a eu plus que quelques occupations sporadiques. Donc, nos travaux ont permis d'établir une bonne stratigraphie. Il y avait en tout 9,50 m d'épaisseur de couches archéologiques. C'est-à-dire, les couches archéologiques, ce sont les détritus des gens. Tout ça, ça vient de la grotte du Placard. Des fouilles de M. Louis Duport dans les années 87-90, les fouilles plus anciennes, des années 40-30. Les dernières fouilles qui remontent aux années 90-95 par Jean Clotte et Valérie Ferruglio.
Et juste pour vous donner une image de ce qu'on peut retrouver dans ce genre de fouilles, la plupart du temps, c'est ça. Ce sont des animaux qui ont été tués, qui ont été consommés et dont on a utilisé les peaux pour faire des vêtements et utilisé les os soit pour en faire des outils, soit... voilà, ça c'est un os cramé qui a chauffé, donc ça veut dire qu'on a fait cuire la viande, on a mangé ce qui était dessus et ce sont des os qui ont pu être débités pour faire des petits outils, comme on a vu tout à l'heure. Ça, voilà. Souvent de fois associé à des silex. Ça, c'en est un qui a servi à débiter une lamelle. Là, pareil. Ça, c'est un reste de taille de lamelle. Donc voilà, ça correspond à 95% des objets qu'on va trouver durant les fouilles. Et parmi ces 95% d'objets, on va retrouver parfois ce genre de pièce, qui est donc un silex qui a été taillé, on appelle une feuille de saule, qui est assez représentative comme la feuille de laurier de la civilisation du Solutréen. Donc on est au paléolithique supérieur, on tourne autour de moins 20 000. Et grâce aux fouilles de Jean-Claude, on a pu retrouver des fragments d'os humains dans des niveaux du bas de Goulien. Donc eux, en faisant des remontages, en regardant la qualité, les éléments de ces os humains, ont pu raccorder les éléments issus des vieilles fouilles aux fouilles récentes et donner une attribution chronoculturelle très précise. Et ce qui a permis après de développer donc une autre image aussi de ces bas de Goulien qu'on connaissait par des changements radicaux dans le traitement de l'industrie osseuse, une approche aussi de l'industrie lithique différente de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y aura après, et un traitement des corps aussi très différent de ce qu'on peut connaître lorsqu'on étudie les restes humains. Donc voilà. Donc même si ce n'était que quelques éléments qui avaient survécu dans les niveaux archéologiques, ça donnait quand même des clés d'interprétation de l'ancienne collection. Pareil pour les épingles qu'on appelle les épingles crantées, qui sont un décor très particulier sur des épingles longues en os, qui sont attribuées de façon formelle au Solutréen supérieur et que nous, on a retrouvé également dans les niveaux archéologiques. La partie fouille, donc c'est les découvertes comme ça de pièces particulières, c'est toujours des moments assez émouvants. Et il y avait notamment aussi la découverte des coquillages fossiles qui sont en forme de tube, qu'on appelle les dentales, qui étaient encore en place, comme s'il manquait juste plus que la ficelle le fil qui les tenait, quoi. Comme un collier qui aurait été abandonné là, et donc on avait encore la disposition. Et les dentales, on les connaissait aussi dans les fouilles anciennes, dans les collections anciennes. Mais bon, eux, avec l'impossibilité évidemment de les trouver en place, puisque à l'appel à la pioche, c'est pas possible. Et donc ça, voilà, ça provoquait des cris lors des découvertes. Venez voir ce que j'ai trouvé. Ouais. Et puis moi, pour ma partie, donc en même temps qu'il y avait les fouilles, on avait installé un échafaudage qui me permettait moi d'aller faire les relevés des gravures sur la paroi. Et là, au fil des relevés, donc comme ce sont des gravures très très fines et très imbriquées, très superposées, c'était difficile de voir en direct, d'identifier soit des espèces animales, soit des éléments géométriques. Et on voyait un enchevêtrement de traits. Alors de temps en temps, évidemment, on arrive à faire sortir un œil, à suivre l'oreille, le cou, le dos. Hop, c'est un cheval, super. Et puis brusquement, à force de faire le relevé, de joindre un trait avec un autre, j'ai identifié un signe aviforme. Et donc là, il y avait les gens qui fouillaient à mes pieds, moi qui étais perché sur l'échafaudage, et je fais « Jean, je crois que j'ai un signe aviforme ». Et donc lui, ça lui parlait évidemment, premier chef, puisqu'il était déjà spécialisé dans l'art. Et ce qui nous mettait en relation, du coup, avec d'autres sites dans lesquels ces signes avaient été identifiés, qui sont pour l'essentiel dans le département du Lot, qui sont Pêche-Merle et Cougnac.